L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et encore une fois on se retrouve pour un nouveau Quoi de neuf du mois de mai 2018. Alors le mois de mai c'est le printemps, c'est le retour en force de mes allergies au pollen et c'est mon anniversaire. C'est toujours un gros mois, c'est aussi la fin des classes qui approche. Au moment où je tourne cette vidéo il reste 3 semaines, environ 20 jours d'école. Alors, il y a toujours tout plein de rebondissements, des choses qu'il faut terminer, des évaluations à passer le plus rapidement possible au travail. Et normalement, le mois de mai, le mois de juin, c'est les mois où est-ce que je joue le moins aux jeux de société, mais ce mois-ci, mes amis, ça a été totalement différent, probablement dû au fait que j'avais passé le mois d'avril au complet pratiquement à être malade, j'avais pas eu l'occasion de jouer assez à mon goût, alors là j'avais un regain d'énergie et du temps pour jouer au mois de mai. J'ai pris une journée complète pour aller aux Journées ludiques de Québec. D'ailleurs, Sylvain a déposé une vidéo qui fait un petit topo, en fait un petit récapitulatif de notre journée là-bas. Alors, vous pourrez jeter un coup d'œil à ça. Mais aujourd'hui, je me concentre sur les expériences de jeu que j'ai vécu dans le mois de mai. Et il y en a tout plein. J'ai plusieurs jeux aussi dont je n'ai pas les boîtes puisque j'ai eu l'occasion de jouer avec des amis et que c'était des jeux que je n'ai pas. Alors je vous les ferai apparaître à quelque part dans ce coin-là, probablement. On commence et je les ai pas mis nécessairement en ordre chronologique. Là. Ce sont tous des jeux que j'ai joués au mois de mai, mais je sais plus trop quand exactement. Alors, comme je le disais, c'est la fin des classes et il y a 3 groupes d'élèves de 2e année avec lesquels je travaille depuis le tout début, il y a 10 mois, en fait, le tout début de l'année, en fait, le temps que je passe avec eux était limité, si on veut, en quelque sorte. Alors, les dernières fois que je les voyais dans le contexte d'aide en lecture, c'était il y a 2 semaines, là, vers la mi-mai. Alors après ça, j'allais continuer de les croiser à l'école, mais pas dans le même contexte. Alors avec l'approbation des enseignantes, je leur ai proposé une période, donc 50 minutes à peu près, de jeux de société en petits groupes. Donc on était 4 et avec chacun des 3 groupes, j'ai joué un jeu différent. Ils ont vraiment apprécié et embarqué dans l'aventure. Alors j'ai eu la chance de jouer à King of Tokyo avec un des groupes. Meeple Circus a aussi été beaucoup apprécié chez les jeunes. Et notre 3e expérience était Jamaïca. En fait, on s'est tout fait détruire par une des élèves de la classe qui nous a fait les poches avec ses canons et qui a ramassé plein d'or. Alors c'est toujours intéressant de passer du temps avec nos élèves en tant qu'enseignants dans un contexte un peu moins formel, si on veut, plus décontracté, plus relax, en riant, s'amusant ensemble. Alors ça a fait une bonne dernière rencontre avec eux. Par la suite, au mois de mai, j'ai eu l'occasion de, parce que j'ai fait la vidéo, donc j'ai joué plusieurs fois, jouer à Ethnos. Donc ma critique est en ligne, vous pourrez aller voir si vous désirez avoir plus d'informations sur ce que j'en pense, mais franchement un excellent jeu pour 2 à 6 joueurs qui se joue en 60 minutes, peu importe le nombre de joueurs qu'on est, qui est très intéressant, très simple aussi, alors qui offre une bonne rejouabilité, des petits aspects asymétriques aussi, super bon jeu que je vous recommande. Tout dernièrement aussi, alors là on voit que c'est pas du tout chronologique, tout dernièrement j'ai fait l'acquisition d'un jeu que j'avais eu la chance d'essayer il y a, je dirais, 2 ans et ma conjointe avait beaucoup accroché sur ce jeu-là et tout récemment, elle m'en avait reparlé ensuite. Alors, j'ai mis la main sur l'Âge de pierre, Stone Age, la version française. Un jeu tout simple. La gestion de ressources, du placement d'ouvriers à son état pur. Vraiment un jeu familial, mais qui est super agréable, super rapide, super simple, qui joue vite, qui est agréable à chaque fois. Alors nous, on l'aime bien à 2 joueurs, justement, là, quand on ne veut pas se casser la tête un soir de semaine, qu'on veut jouer à quelque chose et quand même se coucher tôt. Stone Age, c'est super. Alors, elle était bien contente d'y rejouer la semaine dernière.
alors que ça faisait 2 ans, la dernière partie qu'on avait faite. D'ailleurs, on était un peu rouillé, il a fallu retourner voir dans les quelques pages de règles pour vérifier quelques petits trucs, surtout dans une configuration à 2 joueurs. D'ailleurs, partie à 2 joueurs est très bien aussi, là, même si on n'est pas plusieurs. Au tout début du mois, on passe d'un bout à l'autre du mois de mai, ma conjointe et moi avons fait une partie de Russian Railroads, un jeu qu'on apprécie bien, un jeu de placement d'ouvriers où est-ce qu'on va construire notre petit chemin de fer. Et c'est vraiment un engine builder. On construit une machine à points. À chaque tour, on va faire plus de points que le tour précédent selon les trucs qu'on aura décidé d'améliorer et qu'on aura décidé de s'affairer à les améliorer, comme j'ai dit là. Alors, super intéressant. À 2 joueurs, ça tient bien aussi. C'est rapide, franchement. Je pense, 50 minutes, on avait terminé la partie. Alors, à 2 joueurs, ça tourne très bien. J'ai encore bonne espérance un jour de mettre la main sur l'extension German Railroads qui a l'air d'ajouter beaucoup, mais je crois qu'elle est hors d'impression. En fait, c'est un peu décevant, mais je continue de croiser les doigts et de surveiller les annonces. On ne sait jamais sur Facebook. Peut-être parmi vous, quelqu'un qui désire se débarrasser de son extension de Russian Railroads et qui désire la donner ou la vendre à un pauvre mortel comme moi qui ne demande que ça. Alors, je vous laisse mijoter ça. Et on passe au prochain jeu pendant que vous réfléchissez à votre choix. J'ai un de mes amis, Stéphane, en fait, Ticlou de la chaîne Mes Partis Pris, qui m'a prêté One Deck Dungeon pour que je puisse l'essayer. J'en avais beaucoup entendu parler. D'ailleurs, il faut absolument que je lui redonne sa copie. C'est pas la mienne. Alors, One Deck Dungeon est un jeu très très simple. En fait, c'est un jeu de gestion de dés avec comment on appellerait ça? Ben, premièrement, c'est un jeu qui se joue soit seul ou à 2 joueurs. Alors c'est soit solo ou avec quelqu'un en accompagnement. Moi, j'y ai seulement joué en solo et j'ai perdu toutes mes parties, c'est-à-dire 7 parties consécutives. Même si j'ai décidé de me lancer dans la campagne, une petite campagne très intéressante selon ce qu'on réussit à faire dans notre partie, peu importe si on meurt ou non, on a des points d'expérience qu'on peut ajouter sur notre petite fiche de personnage, débloquer des nouvelles capacités, des nouvelles habilités, des nouveaux objets qui vont nous aider. Il y a plusieurs personnages qui, en passant, sont tous des femmes. Alors, je trouve que c'est une belle attention dans un petit jeu comme ça. On ne voit pas ça souvent. Et chaque personnage est très asymétrique, a des pouvoirs qui lui sont propres, des dés de départ uniques aussi, des habiletés uniques. Très bien, c'est un super bon petit jeu que je ne me tanne pas. Par contre, ben, c'est sûr qu'il y a de la chance. Il y a beaucoup de chance. Il faut accepter cette chance-là parce qu'à un certain point, on a peut-être l'impression que c'est un peu plus le jeu qui se joue de nous que nous qui jouons au jeu. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais en fait, c'est tout simplement que on pioche des cartes qui représentent des ennemis et il faut les affronter et il faut lancer des dés. Et parfois, juste en voyant l'ennemi, on peut déjà se dire, ben j'ai perdu d'avance. Ça se peut que dans les premiers tours, on pioche seulement les ennemis les plus difficiles, qu'on soit pas prêt à les affronter et qu'on soit dans le pétrin pour les ennemis par la suite. Alors, il y a tout plein de choix à faire. Oui, il y a des possibilités pour guérir, pour éviter les ennemis aussi, tout ça, pour faire certains choix aussi entre 2 options qui s'offrent à nous. Mais ça reste un jeu de chance. Alors, il faut accepter ça. Parce que si vous vous embarquez là-dedans en pensant que vous allez être libre de chacune de vos options et que vous allez avoir un plein contrôle de votre personnage, pas du tout. On enchaîne, ben en fait on avait une toute petite boîte et maintenant pour faire contraste, on y va avec une boîte gargantuesque. Feu d'homme est un excellent jeu que je n'ai pas encore eu la chance d'essayer avec quelqu'un d'autre. Malheureusement, alors j'y ai joué à 2 ou 3 reprises, je crois. Martin de la chaîne Zone Jeux de Société dirait en mode schizophrène. Alors moi contre moi-même. Et franchement, c'est un jeu qui offre beaucoup. C'est sûr que en 1 contre 1, là, moi contre moi, ça fait beaucoup de choses à penser. C'est un gros jeu, c'est de la gestion aussi
d'action, de la prévision. Et là, ben, quand il faut prévoir pour deux, ça peut être assez long aussi parce qu'il faut sélectionner des cartes pour chacun des joueurs, effectuer les actions. Puis là, il faut faire semblant que je ne sais pas ce que l'autre joueur va faire quand je le sais vraiment. Mais j'y ai joué de cette façon seulement pour me familiariser avec les règles, pour apprendre à jouer parce que c'est un gros morceau. C'est un jeu qui est lourd, qui offre beaucoup aussi. J'ai très très hâte d'y jouer avec quelqu'un. J'en ai glissé un mot subtilement à ma femme justement il y a quelques jours en lui disant « Chérie, quand on va s'installer devant Feu d'Homme, là, il va falloir s'assurer qu'on est prêt mentalement, d'accord? » Puis elle m'a dit « Jamais de la vie. » Alors, bon, je garde bonne espérance qu'elle va se prêter au jeu. Sinon, ben, je me trouverai un ami qui veut se lancer dans l'aventure avec moi. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour présenter le jeu, un petit déballage de la boîte et une présentation sommaire du jeu. Alors, si ça vous intéresse, c'est également disponible sur notre chaîne. Il n'y a pas si longtemps, j'ai essayé un jeu qui reposait dans ma bibliothèque depuis près d'un an, Archon, un jeu magnifique. Le visuel de ce jeu-là, les cartes, c'est splendide. En fait, c'est un placement d'ouvriers avec une petite twist, c'est que en fait, on va avoir des ouvriers qui sont des disques qu'on va placer sur le plateau, qui en passant est gigantesque et gargantuesque. Et ces disques-là vont activer l'action de l'endroit où je l'ai placé, mais en plus, lorsque je vais placer mon disque dans un emplacement, je vais devoir décider de quel type de travailleurs ce disque-là, de quoi il s'agit exactement. Alors, j'ai des cartes en main qui représentent différents types de travailleurs. Ça peut être un courtier, ça peut être un collecteur de taxes, ça peut être un marchand. Et selon les cartes que j'ai en main, parce qu'on n'aura pas les mêmes nécessairement à chaque tour, je vais devoir dire, bon ben, l'ouvrier que je viens d'envoyer, je sais pas, à l'armurerie, eh bien c'est un collecteur de taxes. Alors je joue ma carte collecteur de taxes et selon la carte que j'ai jouée, ben, premièrement, l'ouvrier que j'ai placé à l'armurerie va pouvoir effectuer l'action, mais en plus, vu que j'ai déterminé que c'était un collecteur de taxes, eh bien je vais pouvoir effectuer une action qui est propre au personnage à lui-même. Alors c'est une toute petite twist intéressante quand même, qui ne change pas grandement le jeu. J'ai trouvé ça bien intéressant, bien apprécié aussi ma seule partie qui est à mon actif pour l'instant. Je pensais sérieusement vous le présenter sur la chaîne. C'est un jeu qui n'est pas très connu, Archon, qui est très beau et qui est très très simple aussi, franchement simple, peut-être un tantinet long pour sa simplicité. Peut-être qu'il manque un peu de rejouabilité si on compare à tout l'artillerie de jeux de société auxquels on a droit aujourd'hui qui ont plein de trucs variables entre chaque partie. Celui-là manque peut-être de quelque chose à ce niveau, mais on s'en reparlera si je vous le présente sur la chaîne. Aux Journées ludiques de Québec, j'ai eu le privilège de jouer à Isle of Skye, un jeu que j'aime beaucoup. Peu importe la configuration, on a joué, David et moi, à 2 joueurs et c'était tout aussi délicieux que toutes les autres fois auparavant. D'ailleurs, il y a une extension de ce jeu-là qui vient tout juste de sortir, qui s'appelle Isle of Skye Journeyman, qui a l'air de changer radicalement le jeu. J'ai bien hâte d'essayer ça parce que Isle of Skye est l'un de mes jeux de placement de tuiles préférés. Et apparemment que cette extension-là vient changer le jeu complètement et offrir encore plus de possibilités. Alors, possiblement que je vais vous présenter ça sur la chaîne bientôt. Encore une fois, aux Journées ludiques de Québec, nous avons plongé dans une partie de Heaven and Hell. Heaven and Hell que je connais bien parce que j'y ai joué au moins 6 fois dans une configuration à 2 joueurs avec différentes personnes. Mais aux Journées ludiques de Québec, c'était la première fois que j'y jouais à 4 joueurs. Et c'était mieux que mes attentes. J'avais l'impression qu'à 4 joueurs, ça allait être long, qu'on allait attendre, que ça allait être un peu redondant et tout ça. Et finalement, non. Le scaling, si on veut, entre une partie à 2 joueurs et à 4 joueurs est super fluide. Bon, c'est sûr que c'est un peu plus long quand même, avant que ça revienne à mon tour, mais aussi le temps total de la partie. Mais j'ai trouvé ça super intéressant parce que les petits disques d'activation sont beaucoup plus importants dans une partie à 4 joueurs et les autres peuvent sauter dessus plus rapidement. Et dans une partie à 2 joueurs,
Lors du dernier tour, il y en avait de nouveaux qui apparaissaient. Il était possible d'en voir apparaître 2 par case, donc plus accessible pour tout le monde, tandis que dans une partie à 4 joueurs, ça n'apparaît pas. En fait, oui, il y en a 1 par case qui est disponible pour tout le monde, mais d'où l'importance de se lancer, de plonger sur ces disques si on en a besoin, parce que sinon, ils ne seront plus disponibles pour nous. Alors, Heaven and Hell, encore une fois, un jeu que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Vous irez jeter un œil si vous ne le connaissez pas déjà. J'avais fait une session de jeu pour vous montrer les règles, mais en même temps pour vous donner un aperçu de l'expérience de jeu. Ok, on continue avec Seventh Continent. Nous avons continué notre aventure et à chaque fois que je parle de ce jeu-là, je dois faire attention à ce que je dis parce que je ne veux pas vous gâcher quoi que ce soit, mais je ne veux pas non plus que vous me gâchiez quoi que ce soit. Alors tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a avancé dans notre périple. Nous en sommes maintenant à environ, je dirais, une quinzaine d'heures de jeu, 15, 16, 17, 18 environ heures de jeu. Et on vient tout juste de découvrir qu'est-ce qu'on devait faire. Alors, on est en pleine expédition dans la malédiction de la déesse vorace. Et c'est un peu ma grosse critique par rapport au jeu, c'est qu'on est laissé vraiment à nous-mêmes sans le moindre ou presque indice de ce qu'on doit faire. Et ça, c'est frustrant parce que oui, on explore, on rencontre plein de gens, plein de choses, plein d'événements qui se présentent devant nous, mais au final, c'est probablement toutes des choses qu'on pourrait éviter. Et peut-être qu'on ne veut pas les éviter, en fait, c'est agréable de les vivre, mais c'est peut-être tous des événements qui ne nous aideront pas à résoudre la malédiction. Et c'est un peu dommage parce que justement, en ne sachant pas qu'est-ce qu'on doit faire, eh bien, on explore dans toutes les directions et on voit beaucoup du continent, beaucoup de ce que le jeu a à offrir. Et j'ai la crainte que lorsqu'on va terminer la déesse vorace, qu'on va se lancer dans une autre malédiction, même s'il y aura quelques petites cartes qui y seront propres, eh bien, j'ai l'impression que les surprises ne seront plus là, qu'on va avoir, pas qu'on va être blasé, mais qu'on va déjà connaître un peu tout ce qu'on doit faire, où on doit aller, et ce qui va se passer, ou ce qu'on va retrouver dans tel endroit. Alors ça, c'est un peu dommage. J'ai l'impression que si on nous avait donné une ligne directrice peut-être un peu plus claire, du moins pour la déesse vorace, j'ai l'impression qu'on aurait été dans certaines directions et ça nous aurait évité justement de tourner en rond. Mais on aurait toujours eu cette possibilité-là si les joueurs l'avaient décidé ainsi. Alors que là, on n'a pas le choix de tourner en rond sur l'île pendant plusieurs heures sans trop savoir qu'est-ce qu'on cherche, sans trop savoir où on doit aller. Malgré certains petits indices dont je ne veux pas vous parler trop. Mais je comprends que c'est super thématique. Là. Si on débarquait sur une île, vous et moi, on ne saurait pas quoi faire, on ne saurait pas où aller non plus. Mais c'est quand même un peu frustrant à long terme quand on a 20 heures de jeu ou 25 ou 30 heures de jeu derrière la cravate. Mais c'est toujours excellent, on a toujours beaucoup de plaisir, on découvre encore plein de choses sur le continent là-dedans. Alors, mais je voulais simplement vous faire part d'un petit bémol que j'avais. Un jeu que j'avais très hâte de ressortir. La dernière fois que j'y avais joué, avant tout dernièrement, c'était avec Joe, avec Martin de la Zone Jeux de Société et avec David, le professeur Board Game. Il s'agit de Yokohama, un jeu que j'avais beaucoup apprécié quand on y avait joué tous les 4 ensemble. Et j'avais même pas eu l'occasion de le ressortir sur la table. Alors ma femme et moi, on s'est installés devant ça dernièrement dans une partie à 2 joueurs. Elle a beaucoup apprécié. Même chose de mon côté, je dois dire, je pense qu'il est plus agréable à plus que 2 joueurs. À 2 joueurs, c'est pas que c'est mauvais, pas du tout, c'est très très bon. Mais il y a moins d'interaction, on se déplace plus librement un peu dans le tableau, on a moins de choses à surveiller, moins de choses à penser et tout ça. Alors qu'à 3 joueurs, à 4 joueurs, ça se déplace un peu partout. Tout le monde laisse ses assistants un peu partout. Les présidents prennent la place. Il y a différents... en fait, il y a des nouveaux lieux qui ne sont pas disponibles dans une partie à 2 joueurs. Alors, je trouve que à 4, par contre, c'est trop long, je dirais. Alors, probablement que 3, c'est
le juste milieu, je dirais, l'équilibre parfait pour Yokohama, mais tout le monde, ma femme et moi, avons bien apprécié notre expérience avec ce jeu. On est rendu au jeu que j'ai pu jouer pendant le mois, mais dont je n'ai pas les boîtes, alors je vais les faire apparaître à quelque part ici. J'ai eu la chance de jouer à Endeavour, je sais pas trop comment le prononcer, il y a comme un E puis un A dans le titre ensemble, ça m'embête, mais bref, avec mon bon ami Ticlou, mon ami Richard, la femme de Ticlou aussi qui était là, et donc, dans une partie à 4 joueurs, et j'ai été renversé. J'avais aucune attente sur ce jeu-là. Je l'avais vu passer, j'avais vu les composantes, je le trouvais pas très attirant. Mais finalement, waouh, quelle expérience! Tout de suite en terminant la partie, j'ai dit aux 3 autres personnes qui étaient avec moi, ce jeu-là, ça a du potentiel pour être mon coup de cœur du mois. Et bien, si vous voulez savoir si c'est réellement ça, eh bien, vous écouterez la vidéo de David, le professeur Board Game, sa vidéo coup de cœur, mais franchement, vraiment un jeu agréable qui offre beaucoup de choix aux joueurs, mais le jeu est super simple, se joue rapidement. En fait, je sais même pas si ça a pris 1h30 à 4 joueurs, peut-être moins que ça. Ça a passé tellement vite, puis on avait tellement de choses à faire. On a des choix et chaque choix est déchirant. En fait, on représente comme des espèces de colonies qui veulent explorer le monde et on a une espèce de petit tableau devant nous. À chaque tour, on doit construire un bâtiment. Il y a tout plein de bâtiments qui sont disponibles dans une espèce de tableau hiérarchique là, des bâtiments niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, même niveau 5, je crois. Et à chaque tour, chaque joueur va devoir construire un bâtiment, mais il n'y en a pas pour tout le monde nécessairement. Alors, on va vouloir être le premier à le récupérer ou s'assurer d'avoir celui qu'on veut. Chaque bâtiment va nous donner des avantages, des pouvoirs qui sont uniques. Alors, on construit une espèce de petit tableau devant nous qui va nous permettre de faire tout plein de choses, tout plein d'actions. Vraiment, je veux pas... ça fait déjà trop longtemps que j'en parle, là. Un excellent jeu. On passe au prochain, Cthulhu Wars. Cthulhu Wars. Moi, je suis pas un fan de l'univers Cthulhu. En fait, je dis ça à chaque fois, mais j'ai beaucoup aimé Horreur à Arkham. Alors, je suis très en contradiction avec moi-même quand je parle de Cthulhu. Un gros jeu, pas parce qu'il est lourd, parce qu'il est vraiment gros. Les miniatures, si on peut les appeler ainsi, sont aussi grosses que ma tête, ou peut-être si on enlève les cheveux. Un jeu avec beaucoup de dés, un jeu très asymétrique. Par contre, chaque faction, chaque race va se jouer d'une façon différente et va pouvoir... en fait, différentes unités qui vont fonctionner différemment, vont pouvoir avoir différentes façons de faire des points, d'interagir avec les autres. Il y a des races qui vont être très agressives, d'autres qui vont être très défensives, d'autres qui vont être évasives, d'autres qui vont se multiplier. Alors, c'est très asymétrique. Il n'y a pas une race qui se joue de la même façon, mais c'est bien, mais c'est un Ameritrash à son état pur, c'est-à-dire que, comme dans le cas de Joe, on a beau lancer 11 dés d'un coup, c'est possible qu'on n'ait aucun succès et qu'on se fasse démolir par la suite. Alors, c'est un peu frustrant quand on a passé 2 heures à se bâtir une grosse armée, qu'on débarque dans le territoire de notre adversaire, qu'on lance ça, là, il nous faut presque une pelle pour lancer nos dés, et aucun succès, tout est échoué. Et après ça, on se fait rentrer dedans, et c'est nous qui se fait démolir. Alors ça peut être un peu frustrant. C'est pourquoi c'était bien, j'y rejouerais sans doute, mais faut pas prendre ça trop au sérieux. Ensuite, Imaginarium. Imaginarium est un jeu de Bruno Catala et qui déplace beaucoup d'air ces temps-ci. J'avais hâte de l'essayer et j'ai pas été vraiment renversé par le jeu. Je reconnais que c'est bien, là, que c'est original, tout ça. Il y a quelque chose que j'ai peut-être pas compris ou que j'ai pas saisi. Je trouve que la prise en main du jeu, pour un jeu qui se veut simple, la prise en main est difficile. Les icônes sont pas très instinctifs, c'est pas fluide.
l'iconographie aussi, ou l'aide-mémoire en lien avec la façon qu'on peut juxtaposer nos cartes et faire des combos de cette façon-là n'est pas clair. Ça m'a pris plusieurs tours avant de comprendre qu'est-ce que je devais faire. Et oui, c'est un engine builder, on crée une petite machine à combo et tout ça, mais au final, j'ai vraiment pas trouvé ça satisfaisant si on le compare aux autres engine builders que j'aime bien, comme Terraforming Mars, qui est comme l'engine builder par excellence. En fait, dans Imaginarium, on peut faire toutes sortes de choses. On peut aller chercher plein de ressources, on peut aller chercher des cartes, des personnages, on peut aller récupérer du charbon qui est en fait l'espèce de monnaie, mais ultimement, ce qui va nous rapporter des points, c'est les objectifs qui sont disponibles. Et ça, j'ai trouvé ça un peu étrange que le 3/4 des points qu'on ramasse, c'est avec des objectifs et pas vraiment avec la machine qu'on est en train de construire. Ou oui, grâce à cette machine-là, mais vraiment par la bande, là. On va ramasser des ressources, des cartes qu'on va mettre ensemble qui vont nous donner des ressources qui vont nous permettre d'aller chercher assez de cartes pour réclamer tel objectif. J'aurais aimé mieux, en tout cas, je sais pas, là, faut dire que j'y ai pas joué, on a dû arrêter la partie avant la fin. Alors, il faut prendre mon avis avec un grain de sel, je tenais à vous le dire. Ensuite, aux Journées ludiques de Québec, j'ai eu le privilège de jouer à Assassin Royal, qui était un prototype, mais qui a gagné le prix du coup de cœur, en fait le plateau d'or du public. Alors, coup de cœur du public 2018, un jeu où est-ce qu'on incarne des assassins qui doivent se déplacer dans une cité. On doit trouver des cibles que le roi nous demande d'assassiner. Il y a certaines restrictions qu'on doit respecter et c'est un jeu de push your luck qui me fait beaucoup penser à Mystic Vale. On va à chaque tour piocher une carte une fois qu'on va avoir une cible et la placer devant nous dans notre espèce de petit plateau, pas plateau mais tableau, dans notre espèce de track si on veut. Et on va décider qu'est-ce qu'on fait. S'il est possible pour nous d'assassiner la cible, on peut le faire et on récupère les points, l'argent, les bonus que ça occasionne. Mais on peut décider de pousser notre chance et d'attendre. Alors là, tout le monde pioche une carte, ça revient à nous. On en pioche une qu'on ajoute à ce qu'on a déjà devant nous. Il est possible qu'on ait encore plus de bonus et qu'on décide de continuer. Alors là, c'est comme si on faisait du surplus, du supplémentaire de ce à quoi le roi nous avait demandé pour assassiner sa cible. Mais il est également possible qu'on se fasse prendre et qu'à ce moment-là, on perde pratiquement tout ce qu'on aurait récupéré et qu'on doive recommencer depuis le début. Alors c'est un jeu, oui, de chance. Encore une fois, il faut savoir gérer quand on doit s'arrêter ou non. Peut-être un peu long pour un jeu qui se veut familial ou assez simple, du moins, il y a beaucoup d'options, mais comme je vous disais, c'est un prototype, alors ça peut changer, le thème peut changer, les mécanismes peuvent changer, il y a des trucs qui peuvent s'ajouter ou se retirer, mais je tenais à vous le dire, ça a été vraiment une belle surprise pour moi aux Journées ludiques. Ensuite, j'ai joué à Castel. Castel a été ma déception du mois, je dois vous le dire. J'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça pas agréable. J'ai pas aimé la façon qu'on a de garder en fait, on a un petit tableau devant nous et sur le côté, on a comme une échelle avec des niveaux et c'est là qu'on va mettre nos skills, nos habiletés. Alors, il est possible que notre troupe de castelleurs, qui vont en fait être des humains, qui vont faire des tours d'humains en se mettant les uns par-dessus les autres. Là, je ne sais pas trop si vous savez de quoi je parle. Et là, si par exemple notre troupe de castelleurs a une force de niveau 2, on prend notre petit token de force et on le met vis-à-vis d'eux. Et sur la même échelle, ben, on va empiler les autres habiletés qu'on va avoir selon leur niveau. Et selon toute cette échelle-là de skills ou d'habiletés qu'on va avoir, on va devoir regarder tous nos personnages et essayer de visualiser ou déplacer dans notre tête nos personnages pour bâtir une tour humaine qui respecte à la fois les règles du jeu, à la fois les habiletés qu'on a placées à côté de notre plateau et à la fois aussi les restrictions de la compétition à laquelle on participe. Alors j'ai trouvé ça fiddly, si on veut, j'ai trouvé ça instable, dur de visualiser, manipuler, j'ai trouvé ça c'est ça. Je n'irais pas à dire que j'y jouerais plus jamais. Là, je redonnerais certainement une deuxième chance, comme la plupart des jeux que je n'ai pas aimés à la première impression. Mais franchement, j'ai pas été étonné, j'ai pas été
renversé par ce jeu-là. Ça a été ma grosse déception du mois, malheureusement. Ensuite, encore une fois, au JLDQ The Mind, j'y ai joué environ 3 fois avec différentes personnes. C'est un jeu super original, super bien, là, c'est organique comme jeu, on va se le dire. C'est très humain, on revient à la base du jeu, en fait, presque pas de règles. Les règles doivent tenir en 2 ou 3 phrases environ, et on doit gagner le jeu sans parler. Alors, pour ceux qui connaissent le jeu The Game, c'est un petit peu le même principe, mais on n'a pas le droit de parler. Alors, seulement en utilisant notre visage, en faisant quelques mimiques ou en utilisant nos yeux, on doit essayer de communiquer avec les autres pour jouer les cartes qu'on a en main en ordre croissant, de façon coopérative, tout le monde. Alors, c'est bien. Mais si j'y jouais plus jamais de toute ma vie, ça serait pas grave, là. Je veux dire, c'est bien, là, c'est drôle, mais pour moi, ça sera pas le Spiel des Jahres de cette année, là. Selon moi, Azul va battre The Mind haut la main. Finalement, il nous en reste 2, là. Ça va faire un quoi de neuf assez long, hein, mais Pioneers Days, qui est un jeu de draft de dés, donc de sélection de dés, et selon les dés qu'on va récupérer, on va effectuer différentes actions. Très bien, un jeu familial plus, je dirais, parce qu'il y a 6 faces à chaque dé, chaque face est associée à une action, et pour chaque action qu'on fait, ben, il y a 3 options qui s'offrent à nous. On peut soit récupérer de l'argent, on peut soit recruter un personnage, ou on peut effectuer l'action de la face du dé qu'on récupère. Mais il faut toujours faire attention parce qu'il y a toujours un dé qui n'est pas pris à la fin de chaque tour, et ce dé-là va faire avancer 4 pistes désastres qui vont nous frapper tous les joueurs à certains moments de la partie. Alors, il faut faire attention, il faut prévoir aussi. Franchement, c'est un jeu familial, mais qui offre beaucoup de petits trucs ici et là. Alors, j'ai trouvé ça bien agréable, je le recommande aussi. Et finalement, tout dernièrement, nous avons joué à Role Player, un bon casse-tête de dés où est-ce que on incarne des personnages là, dans l'univers médiéval, si on veut, fantastique, là, des orques, des elfes, des humains dragons, là, je me souviens plus exactement de la race. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la mise en place qui est super asymétrique. On a une race qui est unique avec des habiletés qui sont uniques, on a un alignement unique, on a une classe aussi. Tout ça va nous donner des avantages de début de partie, va nous donner des objectifs propres aussi, va nous donner des dés de départ uniques. Super bien, un casse-tête où on se casse vraiment la tête à essayer de voir comment on va arriver à ce qu'on veut avant la fin de la partie. Des cartes qu'on peut aller récupérer aussi qui vont nous aider à manipuler les dés qu'on aura déjà placés ou avoir quelques petits avantages. Très bien. Ça se joue rapidement aussi. Vraiment, j'ai été étonné. Je m'attendais à ce que ça soit long et plate. Et finalement, j'ai été bien ben pas long et plate. Là, je m'attendais pas à ça. Mais je m'attendais à quelque chose de moins bien que ça. Et il y a d'ailleurs l'extension Monsters and Minions, je crois, qui est sortie tout dernièrement, qui offre la possibilité d'utiliser nos personnages pour aller combattre des monstres ou des créatures. Donc, ça offre une autre possibilité de faire des points, je crois, ou quelque chose comme ça. En tout cas, si vous y avez joué, vous pourrez me donner les informations dans les commentaires de cette vidéo. Ok, là, ça suffit. Hein? Je pense que vous êtes tanné de m'écouter parler de mon mois de mai. En fait, tout ce qui me reste à vous dire, c'est les prochaines vidéos que je compte faire ce mois-ci. Alors, j'ai plein d'idées. C'est la fin de l'année, alors je ne sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir réaliser ou non, mais 2 projets que j'aimerais bien vous présenter. L'extension de Isle of Skye, alors j'ai pas la boîte de l'extension avec moi présentement, ça s'en vient dans quelques jours, mais j'aimerais bien jouer et vous présenter l'extension de cet excellent jeu. Et sinon, j'aimerais beaucoup vous faire découvrir Archon, qui selon moi a passé complètement sous le radar de tout le monde et qui est très original quand même, avec quelques petits défauts tout de même, mais j'aimerais bien vous le faire découvrir. Alors, vous pourrez me mettre dans les commentaires de cette vidéo avec lequel est-ce que je devrais commencer. Est-ce que je devrais vous présenter l'extension de Isle of Skye ou Archon, un jeu qui est passé sous le radar. Alors, ce qui vous intéresse le plus, laissez-moi le savoir dans les commentaires de la vidéo. Et moi, je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si c'est le cas, ben, sinon, si vous avez sauté certaines parties, ben, c'est pas plus grave. Vous avez le droit de cibler ce qui vous intéresse le plus. Et je vous dis à dans un mois.